Voilà donc de retour sur la libre antenne, toujours avec Damian, toujours dans les voyages, toujours on va dire cette exploration et c'est pas fini. Alors maintenant on va répondre aux questions du public, les métanautes qui sont avides de questions. Alors il y a beaucoup de questions sur lesquelles, bon je regardais, tu as déjà un peu répondu, hein, finalement, c'est les questions qui sont posées en général en début de soirée, puis en fait, on s'aperçoit, oui, tu as déjà répondu à la question. Alors en revanche, il y a une question, justement, qui est un peu en rapport, en plus, tu me disais, avec ton futur reportage, on me dit, est-ce que tu connais l'Agartha, le monde au centre de la Terre, qu'en penses-tu ? Alors je ne connais pas l'Agartha. Je n'ai pas encore allé. Je n'y suis pas allé. Oui, j'ai entendu parler de toutes ces légendes, de Shambhala, de la Terre creuse. C'est des choses qui, moi, me font rêver et c'est des choses pour lesquelles je suis intimement convaincu qu'elles existent. Mais ça, c'est un sentiment personnel. Hein. Je ne prétends pas qu'elles existent, mais j'ai envie de dire que c'est une histoire à laquelle j'ai envie de croire, tout simplement. Ouais. Et notamment, on parlait de la Roumanie juste avant. Et là-bas, il y a un certain nombre de tunnels, on rapporte qu'il y en aurait plus de 125 ou 140, dont certains mèneraient justement, soi-disant, selon les légendes locales et selon certaines évidences, si je peux appeler ça des évidences, à un monde souterrain. Donc on en parle aussi à Markawazi. Quand je te parlais de El Infernio, je te disais donc que c'était, d'après les légendes locales, un souterrain qui mènerait donc dans un monde intérieur. Moi je sais que j'aime beaucoup le film, alors je n'ai pas lu le livre mais j'ai vu le film de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, ça me fait beaucoup rêver, hein, tout simplement. Et puis il y a beaucoup d'histoires sur la Terre creuse, sur ces tunnels qui mènent à ces endroits. Et on parlait du Népal en début d'émission, donc à cette région interdite qui est Narfou. Et justement, Narfou, il y aurait des temples là-haut qui seraient justement des points d'entrée vers des tunnels qui mèneraient, soi-disant, au centre de la Terre. Tout comme en Roumanie, justement, où ces tunnels sont très clairement évoqués. Et on les trouve dans la région de Nuku et d'Alounis, donc qui est une région dans le sud-est de la Roumanie. Et alors ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois que tu as un point d'entrée, soi-disant, ou que tu as un mystère ou quelque chose qui n'est pas élucidé, l'église s'installe à cet endroit-là. C'est-à-dire que l'église orthodoxe, on te pose un temple, une cathédrale à cet endroit-là, qui garde l'entrée. Donc c'est-à-dire que la religion garde en fait l'information et la connaissance liée à cet endroit. Et de tout temps, ça a été ça en fait. Dès qu'on a trouvé quelque chose dans tous les pays, ça a toujours été repris par la religion, c'est tout de suite devenu un lieu de culte de l'église. Par exemple, Lourdes, c'est pas anodin s'il y a toute cette, on va dire, ce phénomène religieux, ce culte religieux à Lourdes, et c'est parce qu'à la base, ça part de l'histoire d'une observation, d'une apparition à cet endroit-là. En Roumanie, donc, puisque le film Notre Terre des Dieux en traitera, puisqu'on traitera aussi de ces tunnels et on évoquera la Terre creuse. À la lumière des informations que nous avons, il y a clairement, moi j'ai vu cette sorte de point d'entrée dans la roche où tu vois une porte dans la pierre et tu vois clairement la jointure et cette porte en fait est faite pour s'ouvrir de l'intérieur ou de l'extérieur, peu importe. Et elle a été, à cet endroit-là, on a mis un monastère. C'est-à-dire que tu rentres dans le monastère et au fond du monastère, tu vois en fait cette porte. Et parfois, il faut soulever en fait une tapisserie pour voir cette porte, tu vois, parce qu'il y en a plusieurs en fait, dans certains monastères. Et d'après certaines légendes locales, ce seraient des points d'entrée justement qui mèneraient à la Terre creuse. Voilà, enfin à la Terre creuse, à un monde, on va dire, intérieur de la Terre. Ouais. Ça c'est vrai, parce que c'est assez passionnant effectivement, en tout cas ça nous intrigue beaucoup cette affaire de Terre creuse. Mais il y aura des anecdotes très intéressantes qui sont présentes dans le film après ce propos. Ouais. Alors on me demande si tu as déjà été dans des endroits paranormaux. Alors on a parlé de Markawazi tout à l'heure, pendant la première phase d'émission, et Markawazi est on ne peut plus paranormal, ne serait-ce que dans les observations que j'ai évoquées.
Donc on parle de géants, on parle de phénomènes énergétiques. C'est aussi des endroits où on évoque des observations d'OVNI. D'ailleurs moi quand je suis allé à Marcahuasi la toute première fois, des locaux sont venus me voir en rigolant pour discuter avec moi en me disant tiens, qu'est-ce que tu vas voir là-haut, qu'est-ce que tu vas chercher, etc. etc. Moi, je leur disais je sais pas, on parle de certaines histoires intrigantes, ça me fascine, puis j'y vais aussi pour la beauté des lieux. Et tout de suite la première chose qu'on m'a rapporté c'est des ovnis quoi. Donc on me dit ah mais là-bas tu sais il y a des ovnis qui sortent du plan d'eau, puis ça rentre dans des trucs, dans des souterrains, des machins. Et bon moi j'en ai pas vu là-haut quand j'y étais, hein, mais pourquoi pas. Donc il y a aussi des observations assez effrayantes qui ont été faites là. J'ai souvenir de cette histoire de cet homme qui était à Marcahuasi avec un groupe de randonneurs. Ils étaient en file indienne, ils marchaient et la file d'individus a pris une direction, lui a pris une autre direction en suivant ce qu'il pensait être sa voisine de face. Et donc il regardait pas vraiment cette personne, il était en train de prendre des photos à droite à gauche et au bout d'un moment il a levé la tête et il s'est rendu compte qu'il était face en fait de dos à un personnage et qui ne ressemblait pas de dos à la personne qu'il suivait juste avant. Et là en fait il dit avoir vu ce personnage se retourner et c'était une sorte de créature au trait très féminin qui avait une tête un peu de chat avec des grands yeux très clairs, une pupille un peu presque comme ceux de chats ou de serpents, et dont on voyait à peine la moitié du corps, c'est-à-dire qu'il y avait toute la première partie du corps qui était visible et l'autre semblait s'estomper, un peu comme quand tu regardes un mirage et que tu vois il y a une sorte de vague de chaleur. Et donc l'homme surpris a littéralement entré en choc, en état de choc émotionnel. Il a été rapatrié, il est passé à l'hôpital, il est devenu dingo le gars, je crois. Il y a une histoire comme ça. Et il y en a plein d'histoires comme ça sur ce lieu. Voilà. Mais des endroits paranormaux, j'ai envie de dire, paranormaux, c'est vraiment vaste. Voilà, il n'y a pas de. Je pense qu'en France, il y a beaucoup d'endroits assez intrigants, comme en Bretagne, comme ces lieux, ces anciens lieux de culte druidique, ces fameux Stone Age en France. Voilà, il n'y a pas. Paranormal, on peut en trouver partout. Il y en a un peu partout, quoi. Ouais. On me demande c'est quoi l'endroit que tu aimerais revoir, vraiment. Est-ce qu'il y a un endroit que tu aimerais retourner? Te dis bon, tu tous ceux que j'ai évoqués là ce soir, en fait, finalement, ouais. Voilà, pour rester générique. D'accord, ouais, parce que c'est un peu, c'est vrai que c'est un peu vague. Alors on me dit aussi, as-tu déjà entendu parler d'endroits où il y aurait des vortex ou des portes dimensionnelles? On a parlé de la porte Amara Meru, dit la porte d'Ayumarca ou de la Puerta del Diablo, qui est soi-disant un vortex énergétique. Qui, selon certaines personnes, parfois s'active. On a, comme je le dis dans la vidéo, se fait rapporter d'une douzaine de touristes qui ont vu à un moment la porte s'activer et à travers auraient aperçu un paysage teinté de couleur mauve et pourpre qui n'évoquait pas en fait les paysages communs qu'on trouve sur cette planète. Et voilà, et donc ces personnes avaient vu tous la même chose à travers la porte, comme si à un moment la porte s'ouvrait et on pouvait passer à travers. Ils ont d'ailleurs déposé, on va dire, un rapport, enfin, ils ont fait, comment on explique, ils sont allés en parler justement à un poste de police. À la suite de ça, ils ont passé des tests pour voir, des tests sanguins, pour voir s'ils n'étaient pas sujets à avoir pris des drogues ou autres, mais tous les résultats étaient disaient tous la même chose, donc ces gens étaient à jeun, ils n'avaient rien fumé, rien pris, et pourtant ils disaient tous la même chose, que voilà. Donc cet endroit, entre autres, est un endroit où on trouve ce phénomène de vortex énergétique, et il y en a énormément d'autres en France, notamment du côté de Rennes-le-Château, sujet que tu connais bien, où je me suis rendu il y a 2 ans maintenant. Voilà, je cherchais cet endroit avec un ami, Néotrouve, du blog Néotrouve. Voilà, on cherchait à voir si justement il y avait ce fameux vortex énergétique qui est aussi mentionné dans le magazine de Top Secret. Voilà, je sais plus, c'est la porte du temps. On nous a montré la porte du temps. Voilà, donc il y a énormément de soi-disant vortex énergétiques. J'ai pas eu l'occasion d'en voir un sous mes yeux. Voilà. Bon. Ben moi, t'as quand même des débuts de faisceau de preuves, comme on dit. On me dit, monsieur Damien, à la vue de tous vos voyages, pensez-vous qu'une civilisation avancée a autrefois existé sur Terre? Ah bah forcément oui. Au vu en fait des lieux où je me rends,
Pour moi, clairement, il y a 10 000 ans, les civilisations qui étaient là et à qui on doit tous ces lieux, on ne va pas les reciter parce qu'il y en a beaucoup, mais on les a tous retrouvés ce soir, pour moi, oui, étaient l'œuvre de civilisations beaucoup plus avancées que les nôtres. Après, ça ne veut pas dire que c'était des extraterrestres ou autres, comme on peut en entendre parler, c'est une théorie, mais oui, ces civilisations étaient, on va dire, avancées à un niveau, alors plus avancées que nous, je ne sais pas, mais ils avaient forcément un outillage tout aussi performant que les nôtres, voire plus aujourd'hui. Donc oui, je suis persuadé qu'il y a eu des civilisations parallèles à la nôtre, peut-être une autre humanité à qui on doit tout cela, et pour lesquelles justement on a ces quelques évidences qui aussi on a cité, ces artefacts. Ce qui bouleverse d'ailleurs après évidemment toute la chronologie officielle. Bien sûr. Des civilisations antédiluviennes, donc qui auraient pu disparaître après justement ce fameux déluge qui est mentionné un partout, qui remonte à peu près il y a 12 000 ans, voire 14 000 ans. Et d'ailleurs on parle de plusieurs déluges, plusieurs phases de déluge. Il est très fort probable que d'autres civilisations très avancées, on en parle aussi, Clausel, Lussac, tout ça, aient été balayées par ce déluge et que les survivants se soient après répartis un peu sur le globe et ayant la connaissance de leur prédécesseurs et puis se remettre à construire et à réélaborer justement certaines constructions. Donc c'est fort probable, tout à fait. D'accord. Et moi j'y crois personnellement, oui. Alors on me dit, que pensez-vous de l'alignement géométrique de certains lieux sacrés? Pour moi, déjà la localisation de certaines constructions qu'on trouve partout n'est pas anodine. D'accord, il y a des alignements de construction et je pense clairement que la Terre, donc on sait qu'il y a des énergies telluriques et que certains alignements, certains même rochers ou menhirs posés à certains endroits font office de canalisation énergétique. Voilà, donc ça paraît un petit peu incroyable ou fantaisie, mais tout cela fait partie d'un savoir et d'une, je dirais presque d'une science druidique, si on part de certains principes, de certains lieux en France, dont on n'a plus connaissance aujourd'hui. Mais on peut imaginer la Terre comme tout simplement, je veux dire, un organisme vivant en règle générale, avec nous dessus et ces lignes telluriques un peu comme les nerfs du corps humain. Une espèce de veine qui traversait donc de lignes d'énergie. Tu vois, nous, quand tu t'es malade, tu vas voir un chinois, tu fais de l'acupuncture, on va te piquer à certains endroits clés qui vont te guérir et il est fort probable que certains lieux sur Terre où on a construit certaines constructions soient placés justement sur des centres névralgiques, des lignes névralgiques, énergétiques justement propres à la Terre. Donc je pense que rien n'est anodin et d'ailleurs j'en suis persuadé quoi. Ça n'a pas été construit ici d'une façon ou d'une autre. Toutes les églises aussi sont construites sur des points et des lignes énergétiques. C'est pas tous les monuments sont-ils aussi, les grands monuments Apparemment, oui. Apparemment. Voilà, je suis pas un spécialiste, je ne fais que rapporter ce dont j'ai appris et ce sont des choses auxquelles j'adhère totalement. Ouais. D'accord. Alors, on me dit justement, quel a été l'élément déclencheur qui vous a conduit à mener ces recherches? C'est quoi qui a été le point de départ un peu de tout ça quand même? Alors si je rentre en fait dans l'histoire réellement de ma vie, ça serait très très long. On va dire que j'ai eu la chance ou la malédiction de vivre des choses, de faire des expériences qui m'ont poussé très tôt à me poser des questions et à regarder vers le ciel pour savoir si on était seul ou pas sur Terre. Donc ça a été voilà, des expériences, des observations qui ont été très importantes pour moi dans ma vie et qui m'ont poussé justement à sortir des sentiers battus dans certaines recherches que j'ai menées. Et puis il faut savoir que en vivant dans cette matrice comme tout le monde, j'ai à un moment de ma vie fait une sorte de burn-out, une sorte d'overdose, sachant que j'ai travaillé pendant 10 ans dans le milieu de la mode, qui est très loin, qui est aux antipodes des sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Et j'ai eu besoin à un moment de partir, de visiter, de voir le monde dans lequel je vivais, afin d'avoir une vraie image de ce monde et pas une image à travers un écran ou une télévision. J'ai eu besoin justement d'aller au contact d'autres cultures et au fur et à mesure de ces voyages, je suis tombé donc sur certains sites qui, avant ce voyage,
ne m'intéressaient pas forcément. Et c'est là que j'ai commencé, en voyant ces sites, à me poser des questions vraiment, véritablement. Et si on regarde les vidéos que j'ai fait, dans l'ordre chronologique, par date et par année, on voit qu'il y a une évolution et à la fin, je suis plus en recherche de cela qu'autre chose. Donc voilà, c'est venu naturellement, mais plus par rapport à des ressentis personnels qui sont en rapport avec des expériences qui me sont très personnelles, tout simplement. Ok. On demande si tu as déjà été à Mohenjo-Daro, mais non, tu l'as expliqué. J'irai un jour, voilà. J'espère. Alors, on me dit aussi, la datation de Pumapunku est-elle fiable? Moins 17 000 ans. Ça, par contre, y aller à Pumapunku. Alors, je suis allé à Pumapunku. C'est un sujet qui est très controversé. Alors officiellement... explique-nous un peu Pumapunku pour ceux qui ne connaissent pas, parce que... Je ne suis pas un spécialiste de Pumapunku, et d'ailleurs les gens qui voient ma vidéo souvent me le reprochent, tout simplement. Je suis un très mauvais orateur concernant ce site, que j'ai découvert vraiment presque par hasard, finalement. Donc c'est vrai que je suis là avec ma caméra et je suis très maladroit dans ma façon de dire les choses, de les avancer. Je bafouille, voilà. Je suis face à quelque chose qui me choque, en même temps qui me perturbe. Pumapunku, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se rend au musée qui est juste à côté, on a une frise chronologique, toujours pareil, on te situe Pumapunku à environ 3000 ans, quelque chose comme ça. Il y a 3000 ans, ça a été fait, voilà, je ne sais plus. Je n'ai pas la date exacte en tête parce que tout simplement cette date ne m'intéresse pas. Pourquoi elle ne m'intéresse pas? Parce que de toute façon, elle ne va pas en fait en accord avec le niveau, le résultat en fait de taillage, de ce résultat de coupe. C'est carrément en fait, voilà, ce n'est pas logique. J'ai appris aussi que voilà, malheureusement, quand aujourd'hui on fait des recherches sur le net concernant un lieu ou un sujet, on va tout de suite sur Wikipédia, et comme tout le monde sait, Wikipédia, ce n'est vraiment pas l'endroit pour obtenir de l'information. Tout le monde, moi demain je vais sur Wikipédia, je peux changer la date d'estimation de Pumapunku et l'estimer à moins 20 000 ans si j'ai envie. Donc il est très très difficile d'avoir une information claire sur la datation de ce lieu. Néanmoins, ce qu'on sait, c'est que ce lieu se trouve donc dans ce fameux triangle Isla del Sol, la porte de Ayumarca et donc Pumapunku, qui tous en fait sont rassemblés autour du lac Titicaca. Et le lac Titicaca n'est pas un lac d'eau douce, comme on pourrait le penser, c'est un lac d'eau salée. Tout simplement parce que Pumapunku, de ce que j'en pense et d'après les choses que j'en sais, serait donc une construction qui serait donc d'origine antédiluvienne, qui remonterait avant le déluge. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant le déluge? On a eu des montées des eaux, on a des continents qui ont été engloutis, d'autres qui ont émergé. Et il faut savoir, c'est qu'à l'endroit où il y avait le lac Titicaca, c'était avant en fait la mer venait jusque là, apparemment. D'où en fait pourquoi ce lac est un lac d'eau salée et pas un lac d'eau douce, parce que c'est tout simplement la résultante d'une mer qui était là avant. Donc il y a d'après en fait les études et les écrits de Denis Sora, qui a écrit le livre Le règne des géants. Une sorte d'anecdote, plutôt une expertise qui est menée et qui mentionne une ligne de sédiments qui part du nord-ouest du Pérou jusqu'à Pumapunku et qui montre en fait qu'à un niveau très reculé, le niveau de la mer était très élevé, ce qui pourrait expliquer en fait que l'eau s'est retirée à un moment, donc pendant le déluge. Et c'est ce qui nous permettrait justement d'estimer la date de ce lieu, qu'on estime, on va dire non officiellement, à du 12 000 ans ou du moins 10 000 ans avant notre ère. Voilà. Mais ce sont des données qui sont très vagues, on n'a pas vraiment de preuves très très concrètes. Mais ce qu'on sait pour sûr, c'est que les structures et les blocs qu'on trouve là-bas, tout comme ceux qu'on trouve en Égypte ou au Pérou, à d'autres endroits, font preuve d'une connaissance dans l'outillage qui a dû être utilisé dans la façonnage de ces pierres, qui ne peut pas être attribué à l'époque, même il y a 3000 ans, aux hommes soi-disant qui les auraient bâtis. On n'avait pas les outils, même il y a, j'ai envie de dire, il y a 1000-2000 ans, on ne pouvait pas le faire. Donc que ce site soit âgé d'il y a 3000 ans ou de 20 000 ans ou de 10 000 ans, pour moi ça ne change strictement rien. La datation qu'on lui donne aujourd'hui ne convient pas au résultat qu'on y voit, quoi. D'accord. Donc c'est un site impressionnant quand même. Alors,
pour certaines personnes, non, parce que pour le touriste lambda qui cherche du virtuose, du magnifique comme le Machu Picchu, il va arriver à Pumapunku et voir un ensemble de blocs de pierre posés par terre, un peu comme si quelque chose était venu tout simplement balayer, hein, parce que ces blocs de pierre avaient très probablement et forcément un agencement particulier, donc on peut imaginer que c'était un temple ou autre chose. On n'arrive pas aujourd'hui à reproduire exactement et très clairement la construction à l'origine de la résultante qu'on voit sur Pumapunku, hein. Ce sont des blocs de pierre comme des morceaux d'un puzzle éparpillés sur ce site, sur quelques kilomètres carrés à la ronde. On ne sait pas à quoi ça servait, ni ce que ça faisait. Il y a je crois qu'il n'y a aucune inscription même sur ces blocs, mais par contre, quand on voit le travail que c'est, hein, je crois que c'est de l'andésite, me semble-t-il. Beaucoup disent oui, c'est du béton coulé, blablabla. C'est vrai qu'il y a différents types de blocs, dont certains blocs qui font penser à du béton, effectivement, mais n'importe comment. Ces blocs-là ne sont pas les plus intéressants. Ceux qui sont les plus intéressants, ce sont les autres que je montre et que je montrerai bientôt. Je vais faire une nouvelle vidéo sur Tiwanaku et Pumapunku, puisque récemment on a trouvé une nouvelle pyramide ensevelie à Tiwanaku. Donc je crois que les fouilles ont commencé, l'excavation a commencé. Je vais essayer de voir si justement je peux en apprendre plus. Et d'ailleurs, on mentionne aussi des tunnels souterrains sous Tiwanaku, ce qui est intéressant. Donc t'as Tiwanaku et t'as Pumapunku qui est juste à 1 km de Pumapunku. Donc c'est très très intéressant. Donc ces blocs sont très curieux, très perturbants. Et surtout qu'avec le temps, elles ne se sont pas du tout érodées. Je veux dire, tu passes ton doigt sur les rainures, sur les angles, tu t'y couperais presque, hein, vraiment. Et j'avais même vu une vidéo que des personnes avaient faite sur ce lieu où justement les boussoles en fait oscillaient dans tous les sens, en fait les aiguilles perdaient totalement le nord, comme on dit. Donc il y a aussi un phénomène à cet endroit-là probablement énergétique ou électromagnétique ou très puissant, quoi, en tout cas. assez puissant, ouais, pour avoir une incidence sur des boussoles. Ouais, bah, quand même, c'est pas rien, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Monsieur Damian, connaissez-vous Brian Foster qui réalise plusieurs vidéos sur le même thème que vous? Mais tu l'as cité tout à l'heure. Alors on a cité justement Brian Foster sur les fameux crânes élingués de Paracas. Oui. Je suis actuellement en train de lire son dernier ouvrage qui malheureusement n'est qu'en anglais et pas en français. Lecture très intéressante puisque c'est justement la conclusion des études qui ont été menées sur ces fameux crânes élingués et qui prouvent très clairement que parmi ces deux types de crânes, on en a qui véritablement ne sont pas d'origine terrestre. Hein, on a clairement dans l'analyse des crânes, dans l'os, hein, dans les comment on appelle ça, je sais pas, les molécules, on voit très clairement, enfin ce n'est pas c'est pas du gène ni de l'ADN humain comme on peut en trouver sur les crânes, nos crânes à nous. Donc Brian Foster, encore une fois, dont je recommande la lecture à tous ceux qui peuvent lire des ouvrages en anglais. D'accord. Alors, on me demande aussi, as-tu eu des informations sur la construction des moaïs lors de ton séjour sur l'île de Pâques? Alors bien sûr que non, sinon je crois que j'aurais déjà fait une vidéo sur ce sujet et d'ailleurs ces quelques vidéos que j'ai fait de l'île de Pâques ne montrent pas très clairement les moaïs. C'était un peu avant que je tombe sur certaines structures qui déclenchent en fait cet intérêt particulier pour les constructions, mais je n'ai pas d'informations sur les moaïs, pas plus que n'importe qui tout simplement, et je n'ai pas de théorie à proprement parler sur la façon dont ils ont été déplacés sur l'île, ni comment on les a taillés, mais j'ai pu voir moi les zones d'excavation laissées encore en suspens qui n'avaient pas été terminées. Voilà, on voit il y a un moment cette énorme structure de 12-15 mètres de long, on voit ce moai qui est partiellement taillé, prêt à être excavé, et c'est intéressant parce que tu te dis mais on a l'impression qu'ils ont tout laissé d'un coup comme ça, tu vois. On a l'impression qu'ils sont partis, ils ont déserté ou qu'ils ont disparu instantanément. Il y a plein de choses comme ça qui n'ont jamais été terminées, tu vois. Et d'autres temples, hein, pareil en Inde, qui n'ont jamais été terminés, qui plus tard ont été que des maharajas ou des empereurs se sont réappropriés et ont essayé de terminer avec des matériaux différents, des briques différentes, et tu le vois très clairement que c'est pas du tout le même style. Tu as des fois plusieurs styles qui se superposent sur certaines constructions.
Mais tu as cette sensation de laisser à l'abandon sur l'île de Pâques. Donc non, pas de plus d'informations que cela. Si ce n'est qu'il y en a encore qu'on trouve enfouis au fond de l'eau autour de l'île. Mais il y a fort à parier que si on considère qu'il y a eu un déluge, que c'est justement une vague ou une montée des eaux qui a pu à un moment faire tomber les moailles et les répandre sur l'île à certains endroits comme on les trouve actuellement, quoi. Ouais, ça... Ah bah, c'est marrant parce qu'après il y avait une question sur les crânes, mais bon, tu y as répondu, c'est bien ce que je dis. On me dit aussi, l'invité connaît-il le temple de Padmana Bachawin en Inde et la légende qui est associée selon laquelle derrière une grande porte en fer gardée par 2 serpents appelée porte B et interdit au public se cacherait un antique Vimana, une machine volante présente dans les textes de l'hindouisme dans le Mahabharata. T'as entendu parler de ça? Alors non, et c'est très très intéressant et je regrette même de ne pas avoir eu connaissance de ça avant d'être parti en Inde l'année dernière, parce que je me serais rendu sans aucun doute à cet endroit-là pour en apprendre plus. Donc, alors le temple de Padma Nab Bachwamin. Oula, c'est dur à prononcer pour si cette personne peut m'envoyer cette information par... C'est la vérité par là. Par message sur Facebook, ça m'arrangerait. Ouais. J'aimerais l'avoir quelque part de côté pour chercher. Bon, bah la vérité, si tu peux envoyer ça à notre ami Daiman, ça ferait plaisir. Alors, on me demande si tu connais le Gobi. Le désert, j'imagine, du Gobi. De nom, simplement. De nom, ouais. Voilà. Je sais pas. On me demande si tu ne voulais pas constituer une équipe expéditionnaire. Il est volontaire. Oh. Alors j'aimerais... Ça t'est jamais venu à l'idée, ça, de faire ça, une équipe, de partir Alors oui, tout simplement. Alors non, je n'ai pas aujourd'hui, parce que les gens pensent souvent que de par ce que je fais, j'ai les moyens peut-être de construire. Ah oui, tu roules sur l'or. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas du tout le cas. Par contre, en contrepartie, moi ce que je peux proposer, et c'est d'ailleurs en ce moment... non pas à l'étude, mais on travaille là-dessus. Je me suis associé avec un collaborateur. Nous allons justement proposer, alors rien de nouveau, rien d'innovant, mais il y a beaucoup de gens qui aimeraient se rendre sur les lieux où moi je me rends, certains qui sont très difficiles d'accès ou qui sont compliqués, et du coup je me suis dit, tiens, plutôt que de partager ces vidéos via un écran, via la caméra, je me dis pourquoi ne pas emmener des gens avec moi sur tous ces lieux. Donc je suis en train de réfléchir en ce moment pour monter justement des sessions de voyage sur ces lieux pour aller gratter, pour aller revisiter et redécouvrir l'ensemble de tous ces mystères. Donc c'est en cours, c'est en cours et ça se fera, on va dire, fin 2016, début 2017. D'accord. Alors, on me dit aussi, est-ce que tu as déjà observé des phénomènes étranges, genre ovnis ou autres? Oui. Ça fait partie d'ailleurs des choses qui me sont très personnelles que j'ai évoquées à la première question, qui m'ont poussé justement à me poser certaines questions et qui m'ont un peu isolé, je dirais, de la normalité à l'initiale. J'ai été effectivement témoin d'un très grand nombre d'apparitions d'ovnis depuis mon enfance. Voilà, j'ai été témoin de phénomènes aérospatiaux à des distances éloignées et même très rapprochées. Voilà. D'accord. Bon, ben voilà. Au moins les choses sont claires. Ouais. Bon, est-ce que tu connais Jacques Grimaud? On me demande. Oui. Oui, ben voilà, vous avez la réponse. Il y en a plusieurs qui demandaient est-ce qu'il connaît Jacques Grimaud? Bon, ben voilà. J'admire et je respecte énormément son travail. Et je suis très attristé des attaques dont lui et Patrice Poyat font l'objet. Et voilà, ce sont des chercheurs à leur niveau. Et ils le font bien et d'une façon que j'estime très propre, avec des évidences. Il y a un vrai travail dans tout ça. Et c'est bien dommage que justement il y ait des gens qui facilement décrédibilisent ce qu'ils font. Voilà. Ouais, on en a quelques-uns nous sur MetaTV. On a quelques métanotes. Je respecte leur travail. Et en plus, je vous l'annonce, Jacques Grimaud, en plus il va revenir bientôt, je crois que c'est dans 2 semaines ou 3 semaines. Voilà. Alors ceux qui sont pas contents, ce jour-là vous éteignez la télé puis c'est tout. Voilà, vous n'êtes pas obligé de regarder après tout. Voilà. Alors on me dit un mot sur Angkor Wat au Cambodge, ou peut-être ne l'avez-vous pas visité? J'ai visité Angkor Wat au Cambodge, tout à fait. Impressionnant aussi. Très impressionnant. Je n'ai pas fait de vidéo là-dessus parce qu'à cette époque, parce que j'ai pas eu de vidéo. Non, à cette époque, j'en étais encore à écrire des articles dans mes blogs, et surtout que je n'avais pas encore un œil aiguisé sur certaines constructions, ce qui fait que je suis passé malheureusement à côté de ce site. Alors j'y suis allé, je l'ai visité, mais quand je suis passé à côté, c'est-à-dire que je n'ai pas su voir
où déceler les choses les plus intéressantes. Et ça méritera dans le futur, je pense, un nouveau séjour. Un nouveau séjour là-bas. Mais concrètement, Angkor Wat, voilà, c'est une des merveilles du monde, hein. Il est classé sur le patrimoine de l'UNESCO. On a ces visages énormes en fait, gravés dans la pierre, qui surplombe certaines zones de ce site. Et certains visages évoquent parfois justement des moais ou alors des figures Olmec, tu sais, ces fameuses têtes énormes en pierre. Oui. Il y a quelque chose. J'ai entendu que les légendes aussi locales parlaient on l'a surnommé la cité des géants, c'est ça? Tu vois, on a encore une allusion à des géants, encore une fois. Voilà, donc c'est encore des choses. Mais justement, encore, je rebondis sur les géants. J'inviterai vraiment les métanautes à découvrir le film Notre Terre des Dieux. On a vraiment on aura des choses très intéressantes à montrer que je ne veux pas dévoiler parce que c'est comme Jacques Griveaux, ça. Parce que je ne veux pas faire de spoil. Je veux pas faire de spoil. Mais on aura aussi des intervenants et dont dont j'admire énormément le travail, qui s'appelle Michel Dessay, à qui je fais un petit coucou, mais je ne pense pas qu'il regarde à cette heure-là. Mais voilà, qui en parlera plus précisément et qui. Mais il y a une date de sortie approximative quand même. C'est quoi, dans 6 mois, 8 mois? On va compter une petite année, ouais. Une petite année quand même. Ouais, approximativement. J'invite les gens à patienter. On va patienter. Il y a le site du film qui est en ligne, qui s'appelle le b-project.net, donc b-project.net en anglais, où les gens auront justement l'avancée de l'évolution du film, et voilà, ils pourront se tenir informés. Il y a aussi la page Facebook. Voilà. Non, parce que tu nous as mis l'eau à la bouche là, tu vois. Donc bon, on va attendre. On me dit des animaux qui ne sont pas censés exister sur ce continent, curieux. Ouais, c'est arrivé des choses bizarres comme ça, des fois des animaux, des contradictions animales. Alors, en parlant d'animaux, je vais encore confier une anecdote que j'ai appris quand je suis allé en Roumanie. Quand j'ai rencontré donc une famille très gentille qui m'a beaucoup aidé dans l'élaboration de ce film à l'origine, puisque c'est grâce à ces personnes que j'ai pu entrer en contact avec on va dire certains chercheurs, certaines personnes de qualité qui travaillent beaucoup sur tous ces phénomènes là-bas. On a excavé des animaux en Roumanie qui étaient gigantesques en fait. Donc notamment un ours, qui a été retrouvé dans une grotte, un ours gigantesque dont le crâne faisait à peu près 1m50 de diamètre. Wow. Ouais. Donc ce qui est 1m50, un peu plus que ça. Voilà. Ah oui, 1m50, oui, ça. Voilà, donc on a retrouvé ces os. La personne qui a retrouvé en fait a rapporté cette découverte. L'armée est arrivée, ils ont tout emballé, ils sont repartis. Exactement comme ce qu'il se produit en général quand on trouve des squelettes gigantesques. Donc quand je dis gigantesque, je parle de 3-4 mètres, peut-être des fois plus. Mais voilà, tout ce qui est, on va dire, trop anormal est tout de suite mis de côté, tout de suite occulté, caché, masqué, puisque on est d'accord, ça fait partie d'un pan de notre histoire passée que certains ne voudraient pas voir mettre en lumière. Mettre en lumière. Ouais. D'accord. On me dit, est-ce que tu connais le Camino del Rey, le chemin le plus dangereux du monde? Non, pas du tout. Ça ne me dit rien du tout. Je n'en ai pas entendu parler. D'accord. Est-ce que tu as déjà vu des crop circles? Non. Non. Bon, ben voilà. Ceci dit, c'est très intéressant, ce phénomène crop circle. Est-ce que tu t'es intéressé aux chamans ou en as-tu rencontré au cours de tes voyages et aux psychotropes comme l'ayahuasca qu'ils prennent pour entrer en transe? Alors c'est un sujet qui est très présent en ce moment dans ma vie, puisque je suis censé repartir au Pérou, je repars au Pérou en décembre. Ouais. Et effectivement, je devais partir pendant 18 jours en Amazonie auprès des Indiens Chipibos pour justement expérimenter cette ayahuasca. J'étais très intrigué et j'aime bien essayer les choses, du moins pour m'en faire une idée, pour pouvoir en parler. Et j'aurais aimé justement faire un mini-film documentaire sur ce sujet. Bon, on a déjà des films qui ont été faits sur l'ayahuasca, il n'y a rien de très nouveau, mais je voulais le présenter avec ma vision. Et je pense que c'est quelque chose que je ne ferai pas, tout simplement parce que ça rentre dans un planning, ça rentre difficilement justement dans le planning en cours actuellement, notamment parce qu'il y a le film sur la Roumanie qui est en travail, et parce que aussi c'est tout simplement un investissement
que d'aller se perdre dans l'Amazonie, auquel je ne peux pas répondre dans l'immédiat. Mais c'est quelque chose que je vais probablement, et j'espère, expérimenter l'année prochaine. Voilà. Bah, écoute. Alors on me demande, oui, une question, te pas serait-il intéressé d'organiser un jour un métator passionnant avec Damien dans l'une de ses aventures? Bah moi je vous réponds tout de suite, si c'est vous qui réglez la facture, on part quand vous voulez. Mais bien sûr, bah évidemment, ils sont, bien sûr, si vous nous... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il va falloir financer les gars, bah, parce que nous les poches sont vides, alors moi je veux bien, hein, mais s'il y a un financement qui se profile, pourquoi pas? Pourquoi pas? Non mais je parle à eux en plus, hein, bien sûr. Oui. Ah bah oui, Cam en plus, c'est le roi du vélo, je veux dire, il va falloir pédaler là. Alors, on me dit, peux-tu nous parler de ces squelettes géants qu'on aurait trouvés à certains endroits du monde? Bah, t'en as un petit peu parlé, bon, tu vas pas tout dévoiler, mais toi tu dis en tout cas, il y a une réalité derrière ça, quoi. Il y a une réalité derrière ça. Il y a des archéologues en Roumanie qui ont perdu leurs accréditations pour avoir essayé de parler de ces découvertes. Ouais. Il y a des évidences aussi que j'exposerai dans le film. Je peux pas en parler, sinon je vais spoiler. Ouais, non. Mais oui, effectivement, il y a des choses. Il y a des choses, en tout cas, c'est pas du... Évidemment, oui. Voilà. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. On me dit... que pense l'invité des crânes de cristal? C'est vrai que tu t'es intéressé à ça un peu? Non, pas du tout. Non. Cette affaire. J'ai pas d'avis sur les crânes de cristal, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses dans ce qu'on en dit, mais c'est pas un sujet qui me passionne. Est-ce que tu as prévu d'aller voir les mégalithes dans le Caucase? C'est vrai que la Russie, oui. ça te tente? Oui, tout à fait. Ouais. Alors, on parlait tout à l'heure en fait du petit peuple de MP. J'avais évoqué ces structures en granit de ces petits êtres de 50 cm. Oui, tout à fait. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que j'avais écrit un article là-dessus dans le magazine Top Secret où je parlais justement de ce petit peuple. Et on relate aussi la présence de petits hommes similaires dans le Caucase, dont les structures sont très similaires à ceux qu'on trouve à MP. Et ce qui est intéressant, c'est que les locaux, en fait, dans le Caucase, proches de ces mégalithes, rapportent que dans les anciens temps, il y avait ces petits hommes qui vivaient là, et qu'ils étaient aussi alliés à des géants, on retrouve encore les géants, qui justement les aidaient dans la construction de leurs habitats. Et alors on dit aussi que ces petits êtres chevauchaient alors pas chevauchaient, c'est un nouveau cheval, mais en gros montaient des lièvres, comme des montures, pour se déplacer. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que tu as beaucoup de représentations de lutins, de petites créatures mythiques, de contes, etc. Et on retrouve certaines représentations de petits lutins sur des lièvres. Ouais. Il y a des images de ça, des sculptures, c'est assez marrant. Et j'ai envie de dire, ça donne un sens finalement. Donc le Caucase, oui, j'irai, je pense, un jour, mais j'en profiterai surtout pour me rendre en Russie si je peux, du côté de la région de Kochagash, qui est en Sibérie, où justement il y a des pierres qui ont été retrouvées avec des symboles dessus qui sont très similaires en fait à certaines écritures comme celles qu'on trouve sur les tablettes de Sumer. Voilà. Donc c'est pareil, un sujet pour lequel on n'a pas entendu parler, mais c'est quelque chose que j'ai en tête aussi. On me demande, est-ce que tu as croisé des groupes de chercheurs durant tes visites? Est-ce que tu aurais échangé avec eux éventuellement? Pas du tout. Pas du tout, c'est que plutôt des touristes à chaque fois, des gens... Des touristes, et puis pour le peu de fois, j'ai essayé d'échanger certaines choses avec des touristes. J'ai été confronté à beaucoup d'hermétisme, si je puis dire. D'accord. J'ai été très fermé à l'éventualité de certaines possibilités. Oula. Alors là, on me demande, c'est spécialiste, que penses-tu des ruines de Nam Madol sur l'île de Ponap dans le Pacifique? J'en ai jamais entendu parler et j'invite aussi cette personne à m'envoyer un message sur Facebook afin que je puisse mettre de côté cet endroit et que je puisse faire moi-même des recherches. Et ça m'intéresse beaucoup. Je suis toujours en recherche justement d'endroits. Si les internautes, les métanautes ont des suggestions, je suis toujours preneur. D'accord. On me dit, es-tu au courant de tunnels qui ont été découverts entre Tiwanaku et Pumapunku? Et c'est ce que je te disais juste tout à l'heure. On a effectivement trouvé... Donc avec la pyramide, tout ça, il y a des tunnels entre les... Effectivement, il y a une pyramide qui est en ce moment en train d'être excavée. Je crois, les excavations ont commencé en mai.
Donc c'est pour ça que je voudrais y retourner, pour voir justement où ça en est, et j'espère pouvoir en apprendre un petit peu plus sur soi-disant, et je dis bien soi-disant parce que on spécule toujours, de ces tunnels sous cette structure. Mais il n'y aurait rien d'étonnant, n'importe comment. On sait qu'il y a des tunnels en Égypte, on sait qu'il y en a au Mexique. Oui, voilà, il y en a, Sous chaque endroit, en fait, clé comme ceux qu'on a vus ce soir, il y a toujours des tunnels, comme le temple d'Ellora. J'en parle aussi dans la vidéo, il y a aussi des tunnels souterrains pour lesquels on ne peut pas aller jusqu'au bout parce qu'à un moment ils se rétrécissent et on ne peut pas tout simplement physiquement rentrer à l'intérieur. Et on se demande même comment certains trous, certains orifices ont été faits, puisque tu as des trous en fait par terre, et ces trous en fait descendent à des profondeurs extrêmes, j'ai envie de dire, et on se dit mais comment ont-ils fait pour arriver à creuser dans des trous, forer, retirer la pierre, retirer la matière, parce que c'est vraiment des orifices qui serpentinent dans ces tunnels. Donc voilà, c'est tout aussi intriguant. Ça, c'est intriguant. Ouais. Alors, effectivement, on me dit une visite prévue en Afrique, comme au Zimbabwe, les grands murs, que l'archéologie a à peine à expliquer. Tu sais, il y a effectivement, au Zimbabwe, je ne sais pas si tu sais, cette cité de pierre qu'on a retrouvée, pareil, on ne peut pas expliquer. Il me semble en avoir entendu parler, mais je n'ai pas vraiment beaucoup d'informations là-dessus. Et c'est vraiment quelque chose aussi qui m'intéresse. J'aimerais vraiment y aller. Ouais. Pareil, j'invite ces personnes à me faire un petit mémo par message pour moi. Eh ben allez-y, les mémos, c'est Dialanké, bah oui, Dialanké à mon avis veut. Et l'Afrique, parce que c'est vrai qu'on a parlé d'Amérique du Sud, d'Asie, on n'a pas parlé beaucoup d'Afrique. Non, il y a parce que je n'y suis malheureusement pas allé. Parce que on peut pas tout voir. On peut pas tout voir, Il y a des choses à voir en Afrique aussi. Je pense, très probablement il y a des choses à voir, mais le temps, une vie ne suffirait pas pour tous les faire, c'est lieu. Donc à un moment, il faut faire des choix. Mais bon, j'évite les pays, comme je t'ai dit, moi j'y vais en solo, sac à dos. Voilà. J'ai pris des risques durant ces 18 mois, des risques qu'aujourd'hui je ne prendrai pas, par expérience. Donc j'essaie aussi. Des fois tu dors comme ça à la volée, c'est quoi? Comment ça se passe? Tu dors chez l'habitant? Non, je dors pas chez l'habitant, je plante ma tente dans des lieux où il n'y a rien et je reste là, quoi. Mais ça peut craindre un peu des fois. Ça arrive de temps en temps, mais c'est pas tout le temps. Il faut pas croire que quand on fait le tour du monde comme ça, on est tout de suite au milieu de nulle part. Il y a quand même tout est fait pour t'assurer aussi un habitat. Je veux dire, il y a des hôtels, des hostels. Bon, moi, je suis un adepte des auberges de jeunesse parce que c'est le moins cher, tout simplement, et ça s'adapte à mon budget. Mais oui, j'ai pris des risques. J'ai été inconscient un très grand nombre de fois, et je m'en suis rendu compte sur le coup. Et c'est l'inconscience justement qui m'a permis parfois d'aller à certains endroits. Et après, j'ai pris conscience justement, et peut-être qu'aujourd'hui, ça me freinerait. Si je devais le refaire, je le ferais peut-être de façon différente. Donc voilà. Oui, parce que si t'es un peu tout seul au milieu de la pampa, j'ai envie de dire, c'est quand même un peu... Alors ça dépend d'où, mais c'est clair qu'en Inde, là où j'ai été, je ne me permettrais pas de dormir en pleine pampa, puisqu'il y a des ours et des tigres. Donc il y a un moment où tu peux être inconscient. Tu as déjà fait des rencontres comme ça? Non, je n'en ai pas fait, parce que justement je fais attention aussi de respecter les recommandations des locaux et des guides. Je suis un aventurier, voilà, dans l'âme, mais je ne vais pas prendre de risques inutiles. Voilà, j'essaye le plus possible de ne pas mettre ma vie en jeu. Des fois, il m'arrive de le faire, mais de façon inconsciente. Donc, mais aujourd'hui, j'essaierai vraiment de doser cette fois. D'accord. Une fois. On me demande ce que tu penses du triangle des Bermudes. C'est vrai un petit avis sur le triangle des Bermudes? Le triangle des Bermudes, oui, je crois vraiment à ce phénomène. Tout simplement, c'est un phénomène dont on a parlé pendant très très longtemps, de nombreuses années. Il y a beaucoup de disparitions qui ont été faites dans ce triangle, et d'ailleurs récemment il y a un navire qui est réapparu à Cuba. Qui est réapparu tout à fait à Cuba et qui, tout à fait, je crois que ce triangle des Bermudes est un lieu de croisement d'énergie tout simplement, et on parlait tout à l'heure de vortex, et il y a fort à parier que cet endroit justement comporte un vortex qui par période peut-être s'ouvre ou se ferme, comme la porte de Ayumarca. Pourquoi pas? Moi j'y crois personnellement. Oui, on me dit la pyramide de Nice fake. Non, parce qu'elle existe, je l'ai vue moi de mes yeux. Elle existait puisqu'elle n'est. Ah mais j'y suis allé, moi je peux Il n'y a plus que des petits restes maintenant. Alors non, en fait ils ont cassé le dessus, mais la pyramide existe. Alors, j'y suis allé, je peux vous garantir, c'est pas du tout un fake, il y a bien une pyramide. C'est dans le village de Falicon.
Je n'y suis pas allé, Village j'en ai entendu parler. extrêmement étrange. Ah oui. Ah ouais, quand même. Bah encore une Il y fois a de plus. des espèces de temples bizarres, Ah ouais. avec des mecs un peu, tu sais, des gravures de mecs un peu habillés en Ku Klux Klan, tu sais, avec les espèces Ah de ouais. trucs et tout. C'est quand même assez bizarre. Ouais. Très très bizarre. Et puis, alors là, c'est quand même. Il y a la pyramide qui est comme ça, flanquée un peu sur la montagne. Et quand tu descends en fait tout droit, on va dire 400 mètres en contrebas, tu vois une espèce de grand bâtiment rouge. Et là, tu apprends que c'était le siège des Templiers. Ah ouais, d'accord. Comme on dit, pas de hasard. Et c'est une pyramide creuse, hein, on a regardé dedans, c'est complètement creux, il y a plusieurs étages et tout. Ah ouais, c'est pas un fake du tout. Hein, Je ne suis pas loin de Nice, donc je pense que Ah bah. ça va faire l'objet d'une petite visite prochainement. Ah bah je te conseille, hein, à Falicon, et en plus c'est vrai que tu as une vue extraordinaire sur Nice, etc. J'irai. Donc dans le village de Falicon. Et voilà, alors allez, les dernières, puisque là on arrive à la fin, on me dit, peux-tu nous dire un petit mot sur Bugarache? Pourquoi? Ouais, je sais pas si tu connais un peu Bugarache, non, t'as jamais été non plus. Non, je suis allé à côté, mais j'ai rien à dire de particulier. J'ai entendu parler des phénomènes qui s'y déroulent. Voilà, j'ai rien à en dire, tout simplement. D'accord. J'y ai rien vécu, je suis pas allé, je l'ai pas eu. Voilà. Bon, nous, c'est qui nous avait parlé? C'est Buren Senas aussi, qui nous avait dit la chose qui est étrange, en tout cas, dans cette montagne, il disait que ses couches les plus jeunes étaient en dessous et les couches les plus vieilles au-dessus. C'était une étrangeté de cette montagne de Bugarache. Voilà. Allez, oui, ils veulent que tu racontes ton expérience avec les ovnis. Bon, c'est pas obligé. Hein. T'es pas obligé. Il y en a eu beaucoup. On va dire que voilà, j'essaierai de convaincre personne, mais moi je suis convaincu de ce que j'ai vu tout simplement. Donc je n'ai pas de preuves à apporter. Mais toujours est-il que j'ai vu à 2 reprises, surtout de ce que je considère comment on peut appeler ça? On peut appeler ça un aéronef, comme ce que tu veux. Hein. Décoller et atterrir, ouais. D'accord. À une distance d'à peu près 50-100 mètres. Ce qui a provoqué en moi une très grande peur qui a fait que je suis parti en courant. À 2 reprises, voilà. Ah d'accord. C'est vrai que ça t'a quand même fait flipper. Voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup Damien. Merci à toi et merci à vous d'avoir eu le temps d'avoir suivi. C'était écoute, c'était passionnant. En tout cas, voilà, on a fait un grand voyage ce soir. On a voyagé un peu partout. Et voilà, en tout cas, les personnes à qui tu as demandé de t'envoyer, n'oubliez pas de contacter parce que vous avez sorti des lieux très intéressants finalement, le temple en Inde, dans le Pacifique. Donc allez-y. J'aimerais aussi profiter de cette dernière minute pour remercier encore une fois de plus tous les contributeurs qui nous ont soutenus sur le film L'autre terre des dieux, tous les amis du magazine Top Secret que je salue vraiment, mes amis proches, Cédric, Fanny, Frédéric, Clint, tous ces gens-là, voilà, Rock aussi du magazine Top Secret, passe un grand bonjour, petit coucou, et aussi à Claude Guignon, voilà, à qui je pense beaucoup à toi, Claude, une personne qui pareil nous soutient beaucoup et qui lutte en ce moment contre la maladie, voilà, donc je lui souhaite un excellent rétablissement et on pense à elle, voilà. Puis on fait une petite pub parce que le 28-29 ce sera les rencontres Top Secret à Paris aussi. Voilà. Je ne serai malheureusement pas là. Toi tu seras pas là, mais c'était là qu'on s'était rencontrés la première fois. Donc vous voyez, c'est toujours bénéfique pour faire de bonnes rencontres. Donc voilà, en tout cas moi j'encourage tout le monde à y aller. Et merci beaucoup Damien, merci à la régie, merci aux modérateurs, merci à tous les métanotes connectés, ceux qui sont restés jusqu'à la fin et qui, comme on le sait, vous le savez, parce que tout à l'heure on m'a dit, tu le dis pas à chaque fois, mais il y en a qu'il faut qu'ils ouvrent grand leurs oreilles, les gars, parce que je le dis à chaque fois, si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, ciao, ciao.